Bienvenue dans l'univers du numérique responsable et réaliste. Aujourd'hui, je vais vous parler d'automatisation et comment éviter les pièges de l'automatisation. Cette vidéo s'adresse aussi bien aux prestataires qui démarrent une démarche de produits, de prestations, d'automatisation pour des clients, que des clients utilisateurs qui souhaitent mettre en place des automatisations dans leur entreprise et dans leur activité. Alors pour ceux qui n'auraient pas le temps d'écouter en détail toutes les informations, je vais commencer par la conclusion. Alors surtout, si vous faites des vidéos, ne faites jamais ça. C'est le meilleur moyen de ne pas faire décoller votre chaîne. Moi, ça m'est égal. Je n'ai pas besoin de faire des vues. J'ai besoin d'être vu par les bonnes personnes. Alors, la conclusion, c'est pour réussir une automatisation ou l'automatisation d'une activité, il faut à la fois être modeste, être méthodique et être accompagné. Pourquoi? Parce que l'automatisation, ça coûte cher, très cher, et tellement cher qu'à un point où je recommande d'enregistrer la dépense en comptabilité, en immobilisation, parce que c'est une dépense qu'on va pouvoir amortir, à mon sens, en 3 ans, ce qui est une bonne période. Il y aura bien sûr, lié à cet investissement, parce que c'est un investissement, des dépenses courantes qu'on pourra mettre en charge, mais le principe fondamental, les fondamentaux, je pense, peuvent être mises en immobilisation. Alors, quand je dis cher, très cher, ça veut dire quoi? Mais pour moi, pour réaliser une structuration ou une restructuration d'entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui soit déjà fonctionnent bien, mais arrivent à un point de blocage, à une limite, à un point d'engorgement dans ces systèmes et ne peuvent plus aller vers une croissance, ou des entreprises qui démarrent, qui ont un objectif, mais qui ne savent pas comment réaliser cet objectif d'une façon optimale. Pour ces entreprises, le budget minimum pour moi, il est de 10 000 euros. Alors bien sûr, j'entends des gens dire, mais moi j'ai pas 10 000 euros, je suis une toute petite TPE, voire un indépendant. Rassurez-vous, il existe des façons d'automatiser, il existe des automatisations possibles. Simplement, elles ne vont pas représenter l'ensemble de votre process, de votre activité. Il faudra faire des choix là où c'est plus judicieux de le faire. Mais bien entendu, on peut toujours faire des automatisations avec un budget moins conséquent. On peut aller beaucoup plus loin, évidemment, dans les budgets. Je dis 10 000, c'est une barre, mais on peut monter beaucoup plus haut selon les cas évidemment particuliers. Néanmoins, sachez que si vous avez un prestataire ou quelqu'un qui vous propose de faire une automatisation complète, une restructuration complète de votre activité et qu'elle est conséquente, votre chiffre d'affaires est minimum allez, on va dire 20 à 30 000 euros minimum, et qu'on vous propose une automatisation pour 1000, 2000 euros, sachez que c'est probablement, vous aurez des problèmes. Soit la personne n'ira pas jusqu'au bout de sa prestation, de ce travail, soit vous n'aurez pas ce que vous avez souhaité mettre en place. Alors le point de conclusion numéro un, le piège numéro un, c'est ne pas être modeste et mesuré. Quand on découvre des outils d'automatisation, surtout quand on les couple avec l'IA, on s'imagine qu'on va faire plein de choses et on a raison d'imaginer plein de choses. Et on veut tout automatiser et vraiment dans les moindres détails. C'est là où le piège, parce que chaque automatisation va avoir un coût, chaque fragment d'automatisation va avoir un coût. Et, effectivement, l'entreprise ne va pas pouvoir supporter tous les coûts de ce que l'on a, de toutes les idées que l'on a en tête. Et si on est prestataire, il ne faut pas promettre des automatisations, oui, des automatisations qui seraient surévaluées, pardon, parce qu'au final, quelqu'un devra payer le prix, devra payer la note. Donc c'est soit le client final qui va payer, soit c'est le prestataire. Mais quelqu'un devra payer la note sous quelque forme que ce soit. Ensuite, le deuxième point, le deuxième piège, c'est de penser, parce qu'il y a de l'IA, parce qu'on peut demander tout ce que l'on veut à l'IA,
qu'on peut le faire seul, soit si on est indépendant, soit si on est en entreprise et on a un webmaster ou quelqu'un qui connaît un petit peu l'informatique, un petit peu à l'aise, et on se dit finalement, il y a des outils de mise à disposition, d'automatisation tels que Zapier, Make ou N8N qui permettent de faire ces automatisations et on a besoin de personnes. Mais là encore, il y a un coût. Et ce coût, c'est soit payer un prestataire externe qui va intervenir, qui va faire l'accompagnement, soit le faire en interne, et donc qui va bon, revenir au même, puisqu'on va utiliser des ressources internes, et ce qui va revenir même en termes de dépenses. Le temps investi par les personnes dans l'entreprise qui vont s'occuper de ce projet-là va se traduire en heures payées, ça c'est une première formule, ou en ventes non réalisées, voire les deux. Donc, de toute façon, ça a un coût. La deuxième raison, enfin la troisième raison, mais qui est liée à la seconde, mais pour laquelle je recommande d'être accompagné, c'est pour le troisième piège, c'est le fait de vouloir partir entre guillemets à l'aventure et de jouer, voilà, et de s'amuser avec tiens je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Ça c'est le piège parce que ça va dépenser énormément d'heures et donc énormément d'argent. Donc il faut être méthodique et la meilleure façon d'être méthodique, c'est de faire appel à un prestataire externe qui va vous guider, vous donner une structure et une méthode. La première méthode, pour moi, c'est la cartographie. Si vous êtes conforme au RGPD, cher à mon cœur, vous le savez, la première étape d'une mise en conformité RGPD, c'est cartographier les données, savoir où les données se trouvent, à quoi elles servent, etc. Ben, ça va être la même chose pour l'automatisation, à ceci près qu'on va moins s'intéresser à qui va utiliser les données, qui va faire les choses, que c'est quoi et ça sert à quoi. Donc, on va créer une cartographie. Elle peut être réalisée sous différentes formes, des tableaux type Excel, des mind maps hein, avec des schémas, peu importe, du papier, peu importe. L'important, c'est de regarder chaque processus, chaque service de l'entreprise, chaque activité et sous-activité de l'entreprise, et de dire à chaque fois qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait. On commence par en général le début pour ce qui est du côté commercial, les prospects. On va dire c'est quoi un prospect, qu'est-ce qu'il y a dans un prospect. Il y a un minimum d'informations, peut-être un nom, une adresse email, etc. Qu'est-ce qu'on en fait, peu importe à la limite à ce stade-là qui fait, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ça va être aussi pour l'administratif, hein, la facturation, la comptabilité. Ça va être aussi la logistique, les fournisseurs, les transporteurs, etc. Toutes ces parties-là, on va les cartographier. Moi, je conseille de jouer avec des couleurs. Alors, si vous prenez une mind map ou un tableau, peu importe, vous pouvez mettre des pastilles, des points de couleur, ce que vous voulez, des fonds de couleur. Il va y avoir deux catégories de couleurs. La couleur qui va déterminer les points importants, qui pour l'entreprise sont des points essentiels, des points clés, sans quoi l'activité de l'entreprise ne peut pas fonctionner, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Donc on va dire par exemple, pour ce qui est de la vente, les prospects. Si on n'a pas de prospects, on n'a pas de clients, donc on vend rien. Donc ça va être par exemple, moi j'aime bien les trois couleurs, mais vous pouvez en mettre plus si vous voulez pour ajouter des nuances. Moi j'aime bien vert, orange et rouge. Rouge, ça va être super important. Donc le prospect, je vais le mettre en rouge. Ça, c'est quelque chose, on ne peut pas y couper, il faudra automatiser cette partie-là. C'est une partie importante. Euh, Après, vous pouvez avoir des choses moins importantes, y compris dans les prospects, qui peuvent être en vert, par exemple. En vert, moins important, c'est on va envoyer des informations, on va envoyer des newsletters, peu importe, des informations aux prospects. Donc ça, c'est pas primordial, c'est pas essentiel. Si on n'a pas ça, c'est pas ça qui va empêcher l'entreprise de fonctionner. Après, il y a un autre système de couleurs qu'il faudra mettre. Moi, je dis noir, mais vous pourrez mettre ce que vous voulez. C'est le point noir. En fait, les points d'engorgement, les points. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça coince? L'engrenage ne fonctionne pas. Il y a du sable dans l'engrenage et c'est grippé, c'est bloqué et on n'avance pas et c'est problématique. Donc, à l'intérieur, par exemple, de prospects, mais ça pourrait être de clients, ça pourrait être de facturation, peu importe. Eh bien, on va pouvoir avoir un prospect qui va être une catégorie rouge. En fait, voilà, en rouge, mais on va pouvoir lui mettre soit une
pastilles noires ou soit entouré de noir. Par exemple, si vous faites des bulles sur un canevas ou sur une mind map, vous pouvez mettre le fond en rouge ou rouge rosé et puis mettre une bordure en noir pour dire ça, c'est un point de blocage, par exemple. Ça, ce qui va nous permettre d'attaquer la méthode et surtout d'appliquer la modestie dont je parlais en premier point, parce qu'on va pouvoir éliminer, dans un premier temps au moins, ce qui est moins indispensable. Dans l'accompagnement, et encore une fois, je recommande l'accompagnement, il y a une notion essentielle que c'est très bien, que savent très bien faire les entreprises les prestataires qui font de l'accompagnement, ce type d'accompagnement. Il y a une période d'audit. Un prestataire d'audit, l'avantage, alors ça peut être deux entreprises différentes, hein, peu importe, mais c'est important d'avoir un audit qui va apporter, bon, à la fois évidemment un état des lieux, donc aider, accompagner l'entreprise à savoir, soit quand elle démarre, elle sait pas trop où elle va, elle sait ce qu'elle veut faire, mais sait pas trop où elle va, soit elle a déjà des process et donc il faut savoir faire aider à cette cartographie et donner des conseils. Et une entreprise, pour moi, saura mieux le faire qu'en interne, parce que en interne, on est souvent dans notre évidence finalement, mais on est enfermé aussi dans nos erreurs et on les voit pas. Quelqu'un d'externe verra les erreurs, verra ce qui peut être amélioré plus facilement. Et ensuite, pourquoi? Parce que pour moi, il faut pas négliger non plus le coût social. Quand je parle de coût, quand je dis ça coûte très cher, il y a aussi un coût social, euh, notamment quand on est dans la restructuration d'activité. Pour moi, il faut choisir, donc si on parle d'un coût social, il va y avoir un RH qui va intervenir. Alors, ça peut être un RH interne ou un RH externe. Peu importe, du moment qu'il a ses qualités de ressources humaines, parce que pour moi, il va favoriser l'efficacité de la transmutation numérique. Je parle volontairement de transmutation pour les personnes qui sont habituées à ce terme. C'est une véritable transmutation numérique. Et le RH va favoriser, le responsable RH, donc des ressources humaines, va favoriser cela. Alors, je recommande spécifiquement un RH, un responsable des ressources humaines qui est spécialisé dans la gestion du handicap. Alors ça peut vous paraître complètement curieux et bizarre. Pourquoi le handicap? Parce que euh, pour moi, il y a deux points de vue. Le point de vue du dirigeant, quand il regarde, quand il découvre, quand il apprend, quand on lui apprend ce qu'est l'automatisation et ce que peut faire l'automatisation, surtout quand elle est à base d'IA. Pour le dirigeant, elle est perçue comme un exosquelette, un peu comme un Avenger qui pourrait accomplir des choses incroyables, des choses impossibles à un être humain normal. Mais du point de vue du salarié, du collaborateur indépendant externe, l'automatisation va souvent être perçue et être vécue comme une amputation, comme une dévalorisation de ses capacités. C'est pour ça que je parle de handicap. C'est que si on ne l'accompagne pas, et même c'est même pire, parce qu'on va avoir aussi un effet sur les collègues. Les collègues, à partir du moment où on va peut-être supprimer un poste, où on va modifier fondamentalement les attributs d'un poste, eh bien les collègues qui avaient habitude d'échanger avec une personne humaine ne pourront plus échanger comme ils le faisaient avant avec cette personne-là, celui qui aura été ou soit remplacé ou dont les tâches ont été profondément modifiées. Et ça va perturber vraiment profondément toute la chaîne de l'entreprise finalement. Et pas seulement juste la personne qui va être impactée directement par la tâche automatisée. Et pour moi, ce que j'appellerais un handi RH sera parfaitement aider ces personnes et lubrifier en quelque sorte, si on reprend l'idée des engrenages, lubrifier le nouveau système de production. Donc, on voit, et là je m'arrêterai là pour la conclusion, on voit que il faut, si on veut bien réussir son automatisation d'entreprise, être modeste, être méthodique et être accompagné. Et donc maintenant, je vais vous montrer en direct euh, comment j'en suis arrivé à cette conclusion-là, avec une crotte de bique d'automatisation, et je dis bien une crotte de bique, parce que quand je sais
tout ce que j'ai dans la tête, tout ce que vous pouvez avoir comme idée d'automatisation, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment rien du tout. Mais c'est en même temps rien du tout et ça montre déjà ce à quoi il faut s'attendre en termes de réalisme. Alors, j'ai partagé mon écran pour vous montrer deux applications que j'ai fait installer sur le serveur, sur mon serveur, pour utiliser cette automatisation. La première application qui s'appelle NocoDB. Pourquoi j'ai choisi cette application plutôt que ce qui est habituellement utilisé et qui s'appelle Airtable? C'est pour des raisons, encore une fois, de conformité RGPD. Ces applications sont parfaitement conformes au RGPD puisqu'elles sont utilisées sur un serveur qui est situé en France et ne poseront aucun problème et aucune donnée ne va partir ni aux États-Unis ni ailleurs. Il y a une sécurité parfaite en termes de confidentialité des données traitées. Alors, qu'est-ce que c'est NocoDB? NocoDB, Airtable, ce sont des interfaces de base de données. La base de données, c'est là où se situent toutes les informations, toutes les données que l'on va traiter. Pour simplifier, ce seraient des espèces de feuilles Excel ou de Google Sheet géantes et interconnectées les unes aux autres. Voilà, donc je ne rentre pas dans le détail ici, on pourra y revenir dans un moment différent. Je vais directement aller sur ma tâche crotte de bique. Alors ma tâche crotte de bique, elle a commencé par un besoin. Vous allez voir que le besoin, c'était tout simplement le fait de pouvoir être notifié tous les jours, d'être notifié à une heure précise de tâches que j'ai effectuées dans la journée. Euh, alors vous allez me dire, mais ça n'a aucun intérêt puisqu'il existe des tas d'applications mobiles, des applications de bureau, des Google Tasks, des Microsoft Tasks, etc., des to-do list, etc. Et quel est l'intérêt? On a ça. Oui, mais là, on intervient dans l'automatisation. Le but et l'intérêt de l'automatisation, c'est d'être extrêmement précis dans le sur-mesure que l'on veut appliquer à l'entreprise. Moi, et je vais vous montrer l'exemple, il se trouve que des applications mobiles qui existent, d'une part, elles sont complexes, elles ont beaucoup plus de fonctionnalités que ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire et même tâche, une seule tâche qui peut être sur deux différentiels, mais une seule tâche, me prévenir de ce que j'ai à faire. Pourquoi pas le mobile? Parce que ceux qui me connaissent le savent, en dehors des heures de bureau, je n'ai pas de téléphone portable à disposition sous la main. Ce qui fait que si j'ai une tâche à faire et que je veux programmer une tâche, eh bien je suis obligé de retourner au bureau, de me reconnecter à mon mobile et ça, je m'en suis fait l'interdiction en tout cas dans les périodes qui sont personnelles, qui ne sont pas des heures de travail. Alors, on pourrait dire, mais c'est pas grave, il existe des télégrammes, WhatsApp, etc., sur lesquels on peut envoyer des messages, on peut même se connecter à Google Task, etc., sur son ordinateur, sauf que je n'ai aucune connexion sur mon ordinateur donc personnel de loisirs, donc en dehors des heures de bureau, il n'est absolument pas connecté à mes outils d'activité. Donc je ne veux pas enclencher ces logiciels-là, ces applications. Je veux juste pouvoir ouvrir une page et mettre ma tâche que j'ai, et c'est tout quand j'ai besoin, et qu'elle me le rappelle quand je suis dans les heures de bureau. Et je veux aussi que ce soit simple et que cela puisse être accessible à des clients. Si je veux mettre à disposition des clients cette fonctionnalité-là, je dois pouvoir l'intégrer dans n'importe quel site internet, dans n'importe quelle page internet. Et c'est ce que j'ai fait avec la page que je vais vous montrer, qui est un simple formulaire sur lequel je vais ajouter un sujet, une heure de premier appel et un statut. Est-ce que c'est à faire? Oui, par défaut, c'est à faire. Donc j'ai 3 informations à mettre, c'est tout, je soumets et ma tâche est programmée pour l'heure que j'ai souhaitée. Je peux l'appeler de n'importe quel navigateur sans avoir besoin d'être connecté à quelque Google ou Facebook ou peu importe que ce soit, ni quelle application que ce soit. C'est totalement privé, donc je n'ai aucun risque RGPD. J'aurais pu mettre un code d'accès, hein, c'est tout à fait possible, mais là, je ne l'ai pas fait. Donc je reviens sur ma tâche et je
j'avais besoin donc de vérifier régulièrement, s'il y avait des tâches qui étaient à rappeler et de m'envoyer une notification, via Telegram, donc un message Telegram, pour me dire que, la tâche, était, à effectuer. Alors pour commencer, j'ai fait comme n'importe quel d'entre vous en me disant: «Bah, moi je sais pas trop faire l'informatique, je sais pas trop commencer, donc je vais utiliser l'IA pour le faire». Et ça a très bien marché. J'ai essayé la dernière IA, donc pour l'exemple, c'était Claude 3.7, elle est formidable, tout le monde dit qu'elle est formidable en code, et cetera. Donc je me suis dit: «Pas de problème». Elle connaissait, le logiciel que j'utilise pour l'automatisation. Moi, j'ai choisi encore une fois N8N, pour des raisons, RGPD, aussi pour des raisons financières puisque là, les coûts sont entièrement, autofinancés, on va dire, puisqu'il n'y a pas de coût à payer d'abonnement. Néanmoins, attention, il y aura quand même des coûts pour les mises à jour. Donc, il y a toujours un besoin de payer quelque chose. C'est pas complètement 100% gratuit. Mais voilà, moi ça me paraissait très bien par rapport à mon respect du RGPD. Et je me suis dit, je vais demander, donc je vais décrire ma tâche à l'IA et elle va me sortir un scénario. Et c'est ce qu'elle a fait et c'était formidable. Sauf que ça ne marchait pas. Donc, voilà, je vous passe les péripéties. Il s'est écoulé euh, plusieurs heures. Et pour vous donner une indication par rapport à la conclusion que je vous ai faite en préambule, pour réaliser cette crotte de bique, que je nomme bien crotte de bique, le délai de réalisation a été de 3 semaines. Alors bien entendu, ça n'est pas le délai réel de travail effectif sur la tâche qui lui est de quelques heures, mais même quelques heures, c'est énorme par rapport, c'est peut-être 5 heures, je sais pas, j'ai pas compté, mais je pense que ça doit être quelque chose de l'ordre de 5 heures en temps de travail effectif, mais en délai, ça a été 3 semaines. Pourquoi? Parce que j'avais d'autres choses à faire, donc je n'ai pas consacré 100% de mon temps à cette tâche-là, et donc ça a mis 3 semaines pour faire ça, parce que chaque fois que j'essayais de faire quelque chose, eh ben j'avais un nouvel écueil technique, un nouveau bug, et qui faisait que je devais faire une pause et reprendre lorsque j'avais suffisamment de temps. Donc, l'automatisation miraculeuse, on décrit à l'IA, et même si c'est très bien décrit, c'était très bien décrit. Pourquoi? Parce que l'IA n'a pas eu toutes les subtilités des mises à jour de N8N ou NoCoDB ou Airtable ou Make, etc. Parce qu'il faut savoir que ce que l'on appelle le no-code, c'est quelque chose qui est assez récent finalement. En tout cas, ces applications-là sont très récentes, voire très très récentes pour N8N. Et donc, les IA n'ont pas forcément les dernières mises à jour et peuvent avoir, déjà elles font des erreurs déjà d'emblée sans ça, mais n'ont pas forcément les dernières mises à jour de ces applications-là. Donc, elles vont fonctionner avec des versions peut-être plus anciennes de l'outil qu'elles ont enregistré dans leur mémoire. Et Et ça, c'est la première limite finalement. C'est la première limite de l'automatisation, le no-code, et cetera. C'est qu'on s'imagine qu'on va pouvoir faire très facilement sans informaticien, et là, c'est déjà la première erreur. Donc, un informaticien, ou en tout cas un technicien informatique, est tout à fait indispensable pour faire une automatisation. Ensuite, il faut reconnaître que les systèmes, les plateformes d'automatisation, qu'elles soient Zapier, Make, N8N, peu importe, elles sont quand même relativement limitées par rapport aux capacités intrinsèques natives des applications auxquelles elles se connectent. En fait, ces applications-là, ce sont des espèces de multiprises en fait qui connectent, de hubs en fait qui connectent des applications les unes aux autres, ni plus ni moins. Mais elles ont des limitations en termes de capacité, de fonction. Et d'un point de vue du développeur, pour moi, elles ne sont pas optimisées autant que devrait l'être un code informatique optimisé. Je prends juste un exemple pour la sélection de la base de données. Donc, on a ici sur le parcours à gauche, on commence par la vérification minute par minute de la tâche à faire. Premier avantage d'être en auto-hébergé, c'est-à-dire en application
propre par rapport à Make ou Zapier, c'est que il n'y a pas de limitation dans le temps. Sur Make ou sur Zapier, vous allez être limité selon votre abonnement à toutes les 15 minutes minimum ou tous les 5 minutes minimum. Vous ne pourrez jamais descendre à 1 minute minimum, sauf avec des budgets extrêmement conséquents, hors de portée des TPE. Donc là, j'ai demandé, moi, une vérification toutes les minutes. J'aurais pu faire 5 minutes. Franchement, c'était pas infaisable pour l'objet que je voulais développer. Ensuite, on a l'appel à la base de données. Moi, j'ai appelé directement la base de données et j'ai choisi de connecter l'automatisation à la base de données MySQL ou MariaDB, c'est la même chose, plutôt que NoCoDB que je vous ai montré tout à l'heure. Parce que le problème de ces applications comme NoCoDB ou Airtable, elles fonctionnent dans un système virtuel fermé et on n'a pas accès directement, en tout cas facilement, directement aux données. Et c'est assez complexe. On est un peu à l'aveugle dans les débugages, etc. Et moi, j'aime bien avoir la maîtrise de mes données et voir exactement pour pouvoir interagir très rapidement sans avoir besoin de me connecter à l'application, de modifier une donnée ou d'aller voir une donnée directement avec mes outils habituels. Donc j'ai choisi le connecteur MySQL. Et là, on se rend compte que ce connecteur, il n'est pas optimisé finalement. Ou alors, je n'ai pas su m'en servir, ce qui est tout à fait possible, hein. Je ne suis pas un expert dans N8N. Et dans les recherches que j'ai vues, c'est assez limité. La première des choses, c'est que quand on fait une requête, donc une requête, c'est une demande pour aller sélectionner des enregistrements, on a, et le RGPD aussi le dit, mais je dirais que c'est l'informatique qui le dit, c'est ce que j'appelle le numérique responsable, on va pas aller chercher plus d'informations que non, on en a besoin. Si on a une table, imaginez-vous une feuille Excel avec 50 colonnes, parce que vous avez besoin de cette 50 colonnes, mais que dans la fonctionnalité, vous n'avez besoin que 2 colonnes, l'identifiant unique et le titre, par exemple. Vous n'allez pas récupérer l'ensemble des colonnes qui vont vous consommer quelque part du transfert de données. Donc, ça n'est pas intéressant, ça n'est pas optimal. Donc, quand on fait une requête informatique en code pur, hein, pas en no-code, en code pur, on va aller chercher uniquement le champ qui nous intéresse. Il se trouve que là, je peux sélectionner des lignes, mais je n'ai pas trouvé le moyen, en tout cas, je n'ai pas vu le moyen. Il aurait fallu que, alors si, j'aurais pu avoir uniquement les champs que je voulais, mais à ce moment-là, je passais par une requête, on appelle ça une requête brute, donc une requête directement dans le langage de MySQL, donc de la base de données, mais à ce moment-là, ça n'a aucun intérêt, on n'est plus en no-code. On est en low-code si on veut, on est en code. Bon, bah à ce moment-là, autant partir sur une feuille blanche et on fait son code, on s'aide avec l'IA et on va aussi vite. Ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt d'utiliser le no-code, c'est d'utiliser les modules qui sont préprogrammés de façon à gagner du temps. Voilà. Donc je suis resté dans cet esprit-là et puis en plus pour penser à nos clients, à mes clients, à mes utilisateurs qui eux n'ont absolument pas cette connaissance informatique pour pouvoir coder des requêtes. Donc j'ai dû enregistrer, enfin, en tout cas sélectionner l'ensemble des données. Ça, c'était la première limitation. La deuxième limitation, quand on fait donc une restriction, une limitation de sélection pour être optimale, on va mettre des conditions. On va dire, ben, par exemple, là, j'avais besoin de sélectionner uniquement les nouvelles tâches dans cette ligne d'automatisation. Je ne veux pas les tâches qui ont déjà été notifiées au moins une fois. Ça ne m'intéresse pas dans cette tâche-là. Mais je veux aussi uniquement les tâches qui sont arrivées à échéance. Je ne veux pas les tâches qui sont pour demain, que j'ai décidé de programmer pour demain. Ça ne m'intéresse pas à cette minute-là. Donc, je veux sélectionner. Et là, on a la limitation puisque quand on utilise les conditions habituelles de date, de manipulation des dates, eh bien, on s'aperçoit que le module n'accepte pas toutes les fonctionnalités, toute la puissance, en fait, des fonctions de l'outil base de données MySQL. Donc, ça, il faut comprendre que l'outil d'automatisation, la chaîne d'automatisation, les modules d'automatisation vont être soit limités si on utilise les modules qui sont préprogrammés, soit revenir à de la programmation informatique si on veut aller à la perfection du codage. Alors, je passe rapidement sur les étapes suivantes qui ont chacune eu un blocage, un bug ou une impossibilité de fonction qui n'était pas pris en charge par le module en question par rapport à ce que je souhaitais faire comme action. Donc on a la tâche de sélection
des informations puisque on n'a pas pu mettre le champ date, donc on a ajouté en fait cette condition après, ce qui est absolument pas logique. On aurait dû la faire en même temps pour ne sélectionner que les informations dont on avait besoin uniquement et qui correspondaient à nos conditions. Et puis ensuite, on va envoyer, donc elles correspondent, on va les envoyer à Telegram. On va envoyer un message Telegram pour dire voilà la tâche, etc. Je rentre pas dans le détail. On voit voilà Telegram et après on a mettre à jour la base de données pour dire ça a été fait. Donc il y a deux types de tâches. Il y a la tâche qui est arrivée une première fois à échéance. Moi, je l'ai programmée pour tel jour à telle heure. Et donc ça, c'est cette première partie qui gère ça. Puis il y a la tâche de tous les jours. Parce que évidemment, on se met tâche, il faut rappeler un tel, il faut envoyer un message à un tel, il faut faire telle action. Il y en a qu'on va faire dans la journée. Et puis il y en a d'autres qu'on n'a pas le temps de faire. Donc le lendemain, elles ne seront pas faites. Et ben il va falloir les rappeler, celles-là. Et moi, je me suis mis une tâche pour tous les jours, me rappeler à 9 heures que j'avais cette tâche-là qui est toujours en cours, qui n'a pas été validée, qui n'a pas été faite. Ça, c'est la deuxième ligne, c'est le rappel quotidien à 9 heures. Donc là, c'est à 9 heures tous les matins. Le système va m'envoyer toutes les tâches qui n'ont pas été réalisées dans la journée précédente et que je vais devoir faire, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je les fasse. Ça, c'était la première partie. Et comme d'habitude, on part d'une idée simple et on a envie d'aller plus loin. Et c'est ce que j'ai voulu faire, et c'est pour ça que ça a mis 3 semaines. Parce que ça, les deux premières parties, en 15 jours, elles étaient tout à fait faites. Puis je me suis dit, c'est bien, je reçois bien mes messages Telegram, mais donc pour vous dire, voilà, c'est un message Telegram qui ressemble à ça. Je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez. Donc voilà, on a rappel de la tâche, le sujet, la date de création, le premier rappel qui était prévu, l'état qui est à faire et nécessite votre automatisation. Sauf qu'il me manquait quelque chose. Je me suis rendu compte dans les premiers tests que bon, bah, ok, c'était bon, mais quand c'était fait, j'étais obligé de retourner dans la base de données pour indiquer que finalement l'étape était faite. Bon là c'est pas la même étape fait et faire parce que c'est pas la même base de données, mais voilà, il fallait que je change là et je me suis dit c'est pas pratique, ce serait bien que je puisse le faire dans le message Telegram. Eh ben qu'à cela ne tienne, nous allons le faire. Et alors pour faire cela, il a fallu passer donc à la troisième ligne que vous voyez à l'écran. Et c'est là où il y a eu énormément de problèmes même avec l'IA. J'ai dû m'adapter au final et heureusement que j'ai ces connaissances informatiques qui me permettent d'envisager d'autres méthodes, d'autres approches parce que sinon je serais encore en tournée en boucle en train de vouloir faire absolument l'action que l'outil ne pouvait pas faire, à savoir dans le message Telegram, ajouter un bouton. Normalement, il y a une fonction qui permet de faire ça directement. Ajouter un bouton pour pouvoir dire OK, c'est bon, c'est fait et ça envoie une action. Et là, ça n'était pas compatible avec l'automatisation. Sans doute que c'est extrêmement simple à faire lorsqu'on fait du code brut, du code natif, mais avec l'automatisation, il y avait beaucoup d'incompatibilités. J'ai donc choisi une autre méthode avec un lien, peu importe, je passe les détails, et j'ai réalisé donc cette dernière action qui me permet de mettre à jour la tâche et de dire qu'elle est faite, donc elle me sera plus rappelée le lendemain. Tout ça pour vous dire que quand on part d'un début d'une cartographie, tout ce que je vous ai dit avant, la cartographie, où on va établir les scénarios, etc., on va inévitablement être tenté d'ajouter des modules, d'ajouter des actions, parce qu'on se rend compte, on n'a pas tout, on n'a jamais tout dans la tête, même si on fait très bien les choses. Et pourquoi pas? Mais il faut être mesuré, se dire à un moment donné, est-ce que ça, c'est vraiment, ça va nous faire gagner du temps? Et il faut arriver chaque action, c'est-à-dire que là, je l'ai fait pour l'exemple, évidemment. Est-ce que je l'aurais fait en termes de production par rapport à une installation client? Je ne sais pas, parce que j'aurais dû chiffrer, évaluer cette action complémentaire que je veux ajouter en me disant, est-ce que ça va me faire gagner du temps? Ce temps, combien il vaut? Ou est-ce que ça me fait gagner de l'argent tout de suite? Et cet argent, c'est combien par rapport au temps que je vais dépenser ou
l'argent que je vais dépenser pour modifier cela, et surtout quelles sont les conséquences, parce que là, il n'y avait pas de conséquences autres, il n'y a pas d'imbrication avec d'autres scénarios, mais il peut y avoir des conséquences, le fait de changer quelque chose, de modifier une action peut avoir une conséquence, des cascades, un peu l'effet papillon si vous voulez, sur d'autres scénarios. Donc, rien ne doit être laissé au hasard et on doit faire les choses pas à pas. Et donc, je rappelle, pour terminer cette vidéo, il faut être modeste, il faut être méthodique et il faut être euh, accompagné et dans l'accompagnement, avoir une connexion avec un, euh, un Andy RH pour réaliser et réussir cette automatisation. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous laisse clocher, pas clocher, pousser, pas pousser, ce que vous voulez. Vous êtes libre et des grands garçons et des grandes filles et des grandes jeunes filles et des grands, ce que vous voulez. Je vous laisse donc œuvrer sur cette vidéo et poser éventuellement des questions si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.